It was like any other night when we went to Mia's house. Tony cooked a tasty dinner. Bonjour à tous. Trouver le bon emplacement lorsqu'on est créateur d'entreprise, en voilà une mission difficile. Et ben oui, il faut d'abord analyser sa clientèle, il faut ensuite trouver le bon endroit par rapport à son concept et puis ensuite il faut négocier les prix. Ça c'est un dur challenge et pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la recherche de l'emplacement idyllique ultime, mon invité est là, Steve Burgraff. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le fondateur et dirigeant d'Imoprimo. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà en quelques secondes ce que c'est qu'Imoprimo ? Eh bien très rapidement, Imoprimo.com est un site internet d'annonces dédié à l'immobilier professionnel, donc les bureaux, les commerces, les entrepôts, sans agents et sans commission. Nous avons à peu près 3 millions de mètres carrés de locaux professionnels sur toute la France et nous avons plus de 70 000 sociétés qui viennent sur le site chaque mois récupérer des offres de bureaux, de commerce ou d'activités et toujours sans agents, sans commission. Alors pour commencer, à quel moment de la création est-ce qu'on décide de se lancer dans la recherche d'un bon emplacement ? Alors pas tout au début, il faut d'abord savoir dans quoi on va se lancer, puisqu'évidemment l'emplacement va découler du projet dans lequel on va se lancer. Donc ce n'est pas l'étape finale, mais on se retrouve quand même en bout de chemin. Évidemment, c'est une étape très importante. Parce qu'il y en a beaucoup qui commencent par ça, en disant je vais chercher un emplacement et puis ensuite je ferai mon concept. Tous les emplacements ne correspondent pas à toutes les activités. Il y en a qui ont besoin d'être sur des axes très passants, d'autres qui ont des contraintes techniques aussi. Donc il faut quand même que l'emplacement découle du concept dans un premier temps. Alors on va refaire l'histoire de l'œuf et de la poule. Est-ce que c'est l'emplacement qui fait le concept ou est-ce que c'est le concept qui fait l'emplacement ? Alors, c'est rarement l'emplacement qui fait le concept. En revanche, plutôt que de parler d'œufs et de poules, il faut qu'il y ait une totale adéquation entre les deux. Donc, typiquement, l'un ne suit pas forcément l'autre, mais il faut vraiment qu'il y ait une adéquation entre les deux. Et aujourd'hui, la recherche d'emplacement, si elle est prédominante, il faut savoir que le concept l'est peut-être encore plus, puisqu'aujourd'hui, tout le monde se bat pour des emplacements numéro 1. Donc le concept a son importance tout autant que l'emplacement et l'un ne peut pas être décorrélé de l'autre. Est-ce qu'on peut vendre n'importe où ? Alors on ne peut pas vendre n'importe où, parce qu'il y a des endroits qui ne sont pas du tout visibles, mais là encore ça dépend de ce qu'on veut vendre. Je prends typiquement l'exemple des gens qui se lancent dans l'e-commerce. Évidemment, c'est sûr que l'emplacement a une importance qui est moindre, mais on a quand même besoin d'un emplacement pour produire, pour stocker, pour la logistique. Et là, auquel cas, évidemment, l'emplacement n'a pas de réelle importance. Donc on ne peut pas tout vendre n'importe où. Lorsqu'on a besoin de beaucoup de passages, on ne peut pas se retrouver dans une arrière-cour non plus, sinon on compromet très largement son projet. C'est par rapport aussi au secteur d'activité. Par exemple, la restauration, il est impensable qu'on ait un emplacement, par exemple, 2 bis ou 3 pour un restaurant, par exemple. Il faudrait être sur un concept très très fort pour faire venir les gens. Après, à McDo, par exemple, est-ce que c'est possible ? Alors, et encore, dans la philosophie de McDo, c'est d'être d'abord sur des endroits de passage au milieu des bassins de consommation et des bassins de population. Donc McDo, je ne pense pas que ça s'y prête. Il faut avoir un concept très très fort pour faire venir les gens là où ils ne vous voient pas. Donc en fait, c'est une béquille plus qu'indispensable, l'emplacement numéro 1. Évidemment, c'est un énorme plus. Donc si on est prêt à consacrer du temps et se dire voilà, je vais mettre plus de temps à attirer ma clientèle, pourquoi pas se retrouver sur un axe qui n'est pas forcément très passant, parce qu'évidemment, qui dit axe très passant, dit évidemment soit pas de porte, soit une implantation qui est onéreuse. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour étudier sa zone de chalandise ? Ça, c'est important. Alors sur la zone de chalandise, il y a déjà une petite chose toute bête qui est d'étudier la concurrence. Vous avez cité l'exemple de McDonald's par exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignes qui ont décidé de se lancer à côté des McDo. Donc de dire qu'on s'appuie déjà sur des études de marché déjà faites par des concurrents, c'est pas complètement idiot. Vous avez cité le cas de McDonald's par exemple. Ce sont des gens qui ne se lancent pas au hasard. Donc c'est déjà une bonne chose. Tout le monde n'a pas l'argent pour accéder à des études, puisqu'il y a des études qui présentent les bassins de population, les bassins de consommation. Donc se rapporter à la concurrence, c'est une très bonne chose. Et évidemment, rien ne remplace le terrain, donc à se balader au milieu des rues, voir vivre les gens au milieu de cette rue, les heures de passage, les zones de passage. C'est quelque chose qui n'est pas remplacé par des études théoriques. Donc le terrain, évidemment, est très important dans ce cas-là. Ces études dont vous parlez, où est-ce qu'on peut les trouver pour les gens qui auraient justement les moyens de se les payer? Ouais. Alors vous avez des sites en ligne donc, qui vous permettent de faire ces études de marché. Vous avez des associations comme le Procos qui regroupent donc, des enseignes qui mettent à disposition donc, des études. Mais cela a un coût. Hein. Quand on se lance et qu'on débute, c'est vrai que c'est pas évident de se payer ce genre d'études.
qui plus est lorsqu'on se lance en franchise, puisque je crois que c'est aussi le thème de l'émission, il y a des coûts, et les coûts liés à cette franchise. Donc cet achat d'études est souvent difficile à faire quand on se lance. On parle beaucoup, et on a parlé tout à l'heure d'emplacement numéro 1, 2 Oui. bis et 3. Est-ce qu'on peut définir ce que c'est exactement? Alors, le numéro 1, donc d'abord, il y a peu d'emplacements numéro 1 donc, en centre-ville. Donc, ce sont des artères très passantes. Alors, mathématiquement, il n'y a pas de nombre précis sur le passage. En revanche, elles sont définies sur des plans d'ailleurs qu'on peut obtenir assez facilement. Hein. Voilà, pour parler de Paris, par exemple, une ville que je connais bien, hein, quand vous retrouvez des emplacements sur la rue de Rivoli, la rue du Commerce, et évidemment les Champs-Élysées, des rues comme la rue de Bussy dans le 6e, ce sont des rues très passantes qui sont indiquées comme numéro 1. Voilà, donc il n'y a pas d'études techniques là-dessus, mais aujourd'hui ce sont des lieux qui sont connus et reconnus et qui sont signalés comme tels. Alors 2 et 2 bis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est à proximité donc, de ces emplacements, donc avec moins de passages, moins de visibilité. Attention quand on se lance dans le commerce et qu'on commence à tomber dans un emplacement numéro 2 ou 2 bis, il faut être très sûr de son concept. Il faut pouvoir se dire qu'à un moment ou un autre, on n'a pas forcément besoin de cette visibilité. Si on rentre dans ce cas de figure où on rentre sur un emplacement numéro 2 ou 2 bis, alors qu'on a besoin d'un petit peu de cette visibilité, c'est pas évident. Ce sont souvent des pieds d'immeubles qui ont été construits à la base pour faire du logement. Et donc le principe du logement, c'est qu'on n'est pas forcément dans une zone très commerciale. Donc attention à ces emplacements qui ne coûtent pas cher, mais qui sont quelquefois le mirage de l'Alouette. Est-ce qu'on peut réussir même si on n'est pas en emplacement numéro 1? Oui, bien sûr, on peut réussir. Et là encore, je reviens sur la première question que vous m'avez posée. Ça dépend de ce qu'on fait. Typiquement, ceux qui ont décidé de se lancer en franchise dans la restauration rapide livrée, par exemple, on a plus besoin d'une zone de chalandise que d'un emplacement en tant que tel. Donc, lorsque l'emplacement numéro 2 est dans la même zone de chalandise que l'emplacement numéro 1, ça veut dire que cette zone de chalandise est identique, mais nous n'avons pas la même visibilité que sur l'emplacement numéro 1. Donc, typiquement, voilà une activité qui peut supporter un emplacement qui n'est pas un emplacement numéro 1. La crise qu'on a connue en 2009-2010, qui commence un peu à s'estomper en 2011, a fait un peu grimper le prix de l'immobilier commercial. Comment est-ce qu'on sait si on ne se fait pas arnaquer face à un local ? Alors, d'abord, vous avez les prix moyens qui sont constatés. Donc, je prends par exemple l'exemple de notre site sur immoprimo.com. On a des prix marchés, hein, donc qui correspondent en fait aux différentes transactions qui ont été effectuées. Là encore, lorsque vous allez sur un site internet, sur le nôtre ou sur un autre site, vous avez la possibilité de voir les locaux qui se situent à proximité. Donc là encore, ça vous donne un ordre d'idée sur le prix au mètre carré. Finalement, c'est comme une maison. Il faut se renseigner sur le prix du mètre carré. C'est la même démarche que si on louait ou on achetait une maison. Alors c'est exactement le même principe, à cela près que dans une zone qui n'est pas très éloignée l'une de l'autre, il peut y avoir des différences très importantes en termes de prix sur du commerce. Ça l'est un petit peu moins, je parle à zone équivalente dans le cadre du résidentiel. Vous vous situez dans une rue passante et vous vous situez à 50 mètres de cette rue passante, le loyer peut aller du simple au double. Donc voilà. Donc, mais effectivement, sur les critères, il faut être évidemment aussi, sinon plus attentif que lorsqu'on a choisi d'acheter de l'immobilier résidentiel. Alors je parlais à l'instant de la démarche, c'était comme si on achetait une maison. Comme quand on achète une maison, il faut aller sur place, il faut aller voir les voisins, il faut aller voir les nuisances sonores, parce que par rapport à son concept, mettons si c'est un concept de restauration cosy et calme, basé sur le zen, si on a à côté un périphérique ou autre chose, c'est un petit peu compliqué. Je vais même poser le problème à l'envers, c'est qu'au-delà des nuisances que vous pouvez avoir de votre entourage, il faut vous poser aussi la question que vous devez vous poser, c'est de savoir si vous allez provoquer des nuisances et qui vont troubler votre entourage et qui vont peut-être vous apporter des problèmes. En l'occurrence, commerce et résidence font rarement bon ménage. Il y a souvent des problèmes de copropriété liés à l'implantation d'un commerce en pied d'immeuble, parce que les intérêts ne sont pas les mêmes, tout simplement. En commerce, vous avez besoin de monde. Lorsque vous êtes chez vous, vous ne voulez pas de monde. Donc les intérêts sont divergents. Donc, avant de se préoccuper de savoir si l'entourage et le voisinage peut être une nuisance pour son activité, il faut aussi se poser la question de savoir si notre propre activité n'est pas une nuisance pour la copropriété et l'entourage. Alors quand on a trouvé notre emplacement, comment est-ce qu'on négocie son prix ? Est-ce que c'est possible déjà de négocier son prix ? Mais là encore, tout dépend de l'emplacement que vous avez choisi et qui est votre interlocuteur. En l'occurrence, sur immoprimo.com, vous avez deux types de propriétaires. Vous avez des particuliers, vous avez des investisseurs professionnels qui sont des foncières ou des opérateurs de centres commerciaux. Évidemment, la marge de manœuvre n'est pas du tout la même. Lorsque vous avez un particulier qui a un emplacement qui n'est
pas forcément l'emplacement numéro 1, évidemment la marge de manœuvre est beaucoup plus importante. Lorsque vous avez en face de vous un investisseur professionnel, une foncière ou un opérateur de centre commercial, évidemment la marge de manœuvre est beaucoup plus compliquée puisque les contraintes financières ne sont pas les mêmes pour un opérateur professionnel que pour un particulier. Et puis, dernière petite chose, concernant la négociation, lorsqu'on est par exemple sur un emplacement numéro 1, la question pour le bailleur, donc pour le propriétaire, ne se pose pas de savoir s'il va louer l'emplacement ou pas, mais à qui il va le louer. Donc là, évidemment, le preneur n'est pas du tout en position de force. Voilà, les règles du commerce répondent encore plus que d'autres à la règle de l'offre et de la demande. Voilà, et donc typiquement sur l'emplacement numéro 1, c'est pas évident de discuter ses prix. Et en parlant de force, justement, est-ce qu'une personne qui veut se lancer en franchise a plus de poids par rapport à un bailleur ? Alors, il n'a pas forcément plus de poids si vous faites allusion aux latitudes commerciales, donc aux négociations qu'on peut avoir sur le prix. En revanche, dans la possibilité d'accéder à ce local, donc d'en devenir le preneur, oui, ça a plus de poids. Les gens ont plus confiance aux franchisés alors. Oui, concrètement, oui. Même si on sait que le franchisé est une entité juridique indépendante, le fait d'avoir un réseau derrière, ça aide concrètement. Et c'est vrai que ça met en confiance le bailleur. Nous, on le voit sur notre site, dans les négociations qu'il peut y avoir entre preneur et bailleur, le fait d'être franchisé aujourd'hui, ça joue énormément. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si aujourd'hui, au niveau du commerce, une personne sur deux qui vient sur le site internet qui recherche du commerce est une personne en franchise. Et les centres commerciaux, alors est-ce que c'est vraiment intéressant pour un jeune créateur ? Parce que par exemple, à La Défense, le ticket d'entrée pour un petit kiosque Léonidas qui fait 20 mètres carrés, par exemple, c'est du 900 000 €, juste le droit d'entrée. Là, ça commence à faire beaucoup quand même. Alors là, vous avez cité un cas de figure qui est un cas de figure exceptionnel, puisque si vous parlez de La Défense, vous parlez peut-être du centre des 4 temps, qui est un des plus gros centres commerciaux en France, avec évidemment un passage qui est énorme. Tous les centres commerciaux ne marchent pas de manière identique. Depuis ces 10 dernières années, le nombre de centres commerciaux a explosé en France, donc l'offre a explosé, et on s'est retrouvé avec une offre qui quelquefois était un petit peu trop abondante dans des bassins de consommation qui n'étaient pas si importants que cela. Donc il y a des centres commerciaux qui ne fonctionnent pas. Centre commercial n'est pas une garantie. Et dernier point, votre emplacement même au sein même du centre commercial va jouer aussi énormément. La force d'un local commercial en face des caisses d'un hypermarché n'est pas la même qu'un local commercial qui se retrouve au niveau -2 en bout de galerie. Donc c'est possible, quand on est jeune créateur, d'accéder à ces centres commerciaux ? C'est possible sur les centres de première catégorie, donc vous avez cité les 4 temps, mais c'est aussi Vélizy. Voilà, bon, il y a un bailleur qui est très connu, qui est Unibail, qui est assez connu pour se placer sur les centres commerciaux numéro 1. C'est vrai que c'est pas facile pour une enseigne indépendante d'accéder à ces offres. Voilà, si on a un bon dossier, et quand je dis un bon dossier, c'est que financièrement ça tient la route, c'est possible aussi. Voilà, mais attention aux centres commerciaux. Centre commercial n'est pas égal, ne nous assure pas d'un succès garanti. Succès. Oui, il faut bien sûr avoir le savoir-faire derrière. Alors, dernière question, est-ce que vous avez un dernier grand conseil à donner à tous les gens qui nous regardent pour qu'ils trouvent l'emplacement de leur rêve ? Multiplier les visites. Voilà, ne cédez pas à la tentation de vous jeter trop vite sur un local commercial parce que souvent lorsqu'on se lance on a des idées toutes faites et un petit peu trop arrêtées. Il est très rare que les emplacements partent tout de suite, c'est assez rare, ça arrive dans certains cas, mais je dirais que pour vous lancer, qui plus est dans le commerce, je ne vais pas répéter la règle que tout le monde a dû répéter à votre antenne qui est emplacement, mais c'est sûr cet emplacement est primordial. Donc, pour une première implantation, il s'agit de ne pas prendre les choses à la légère et vraiment de prendre le temps de faire du terrain, d'aller visiter et de passer du temps dans l'emplacement. De le visiter, cela ne suffit pas. Il faut passer du temps dans l'emplacement ou à côté de l'emplacement pour voir les environnements vivre. C'est très important. Merci beaucoup Sylvie Grave d'être venu nous en parler de ces emplacements. Et puis maintenant, mes chers amis, c'est à vous de jouer. Bon développement, bonne réussite et à très bientôt. Au revoir. Merci. It was like any other night when we went to meet his house. Tony cooked a tasty dinner.